Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve pour cette deuxième vidéo du Rob et des fémurs. On continue surtout sur la partie fémur. On va pas faire un épisode dégustation de Rome, même si ça serait très drôle. Déjà, on tourne au café, c'est déjà pas mal. Donc ouais, deuxième petite vidéo par rapport à celle de la semaine dernière. Je pense qu'il y aura une semaine de diffusion entre les deux. Donc pour faire un petit peu le point sur deux choses, l'avancée de l'armée, parce qu'il y a l'air de rien que le copain Cassie qui nous a peint tout ça, donc on va en parler un petit peu de ce qui a été fait, c'est vraiment cool. Un grand merci à lui, vous vous rendez pas compte, vous le voyez pas beaucoup sur les vidéos, mais vous imaginez même pas comment il bosse, comment il taffe derrière, c'est un truc de fou. Euh, donc voilà, la suite du projet, en fait, ben voilà, j'ai ma petite liste en 2000 points qui est faite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, vous allez la voir dans un rapport de bataille chez Phil, normalement. Alors, je sais pas comment il va le caler, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs avec ces vidéos narratives qu'il est en train de faire. Donc, à voir en termes de calendrier quand ça sortira. Mais voilà, il y a plein de petits trucs. Qu'est-ce qui va arriver après pour l'armée? Ensuite, on va parler un petit peu de l'or. Encore une fois, on va parler un petit peu de l'or. On va parler de l'or et de règles. En fait, je vais faire un petit rappel sur le calendrier impérial, parce qu'en fait, j'ai essayé de voir dans quel cadre je pouvais jouer les personnages spéciaux de Total War Warhammer dans l'univers de The Old World. Donc, c'est-à-dire, déjà validé en termes de lore, est-ce que c'est cohérent? Et ensuite, bah, si c'est cohérent, quelles règles on peut leur proposer? Donc, je vais vous proposer quelques trucs, vous allez me dire ce que vous en pensez. Actuellement, il y en a 4. Vous avez Archon, l'emblématique. Vous avez Noctilus, le Van Karsten qui s'est barré au sud d'Ultuan. Vous avez Aranessa, qui est l'une des patronnes de Sartosa, la reine pirate. Et vous avez la cantatrice, dont j'oublie le nom à chaque fois. J'ai envie de l'appeler Cyrosella, mais c'est pas exactement ça. Mais voilà, donc on va en parler un petit peu, et puis voilà, je vais vous prendre des petites compos que j'espère fluff, et puis voilà, encore une fois, n'hésitez pas, là on est dans du subjectif, vous avez vos avis contre, toujours comme d'hab, avec non, parce que même si vous dites ton projet c'est de la merde, je continuerai quand même, je suis têtu et je ne vais pas changer, mais voilà, bon, bref, allez, au niveau de l'avancée de l'armée pure et dure. Bah, vous pouvez la voir, elle est peinte, elle est finie, donc il y a tout ce qu'il faut. Hop, vous allez voir si vous voulez voir un petit peu les crabes. Donc voilà, la liste elle ressemble à ça. Donc vous avez les deux packs de Bochati qui sont des ogres morts-vivants, bien morts-vivantifiés. Vous avez les deux scorpions, vous avez le patron pirate et son dragon, vous avez les persos. Donc vous allez pu voir même en page 1, voilà. Je mets un tapis volant dans la liste, donc pour moi c'est important que le vampire soit sur tapis volant. Alors JP m'a insulté, je vais pas vous mentir, JP m'a insulté parce qu'en fait il avait peint la figurine sur un socle et je lui ai dit ah mais t'as pas imprimé le tapis, t'es le connard, tu sais. Mais donc voilà, la liste est cool, vous avez les deux gros blocs de pirates, donc là ils sont en un seul bloc pour la photo, mais voilà. Et puis les nuées de rats. Les nuées de rats, j'ai eu un petit cas de conscience. Est-ce qu'on utilisait ces rats-là que je trouve vraiment très cool? Je crois que j'ai un zoom sur la partie, en première page. Sur celle-là, ou est-ce qu'on utilisait plus vraiment les nuées? Vous avez montré plusieurs figurines possibles dans les ah, comment ça s'appelle? Dans la première vidéo. Et désolé, j'ai pas fini mon café encore. Mais et en fait, j'avais le choix entre des nuées vraiment à la Game Workshop, c'est-à-dire un groupe de rats dans tous les sens, ou ces rats-là que je trouve vraiment cool. Et vous pouvez voir, je suis parti sur ça. Puis il y a des petits tonneaux, ils sont en train de se battre pour des os et tout. Je les trouve beaucoup plus charismatiques. Et au début, j'avais peur parce que je pensais que c'était sur des stocks de 25. Et en fait, non, c'est bien sur les stocks de 40. En gros, c'est des ensembles des petits dioramas de rats géants en fait qui se battent en mode pirate. Donc vraiment pas mal le petit boulot de Landor sur ça. Et puis voilà, donc mes nécro-serpents, mes petits crabes, ça m'éclate tellement de jouer des crabes. J'ai vraiment. Ce mec a des problèmes, je pense, oui, beaucoup, mais encore plus que ce qu'on pourrait penser. Et d'ailleurs, si vous êtes des fans de la musique de Crabbe, alors je vais pas la mettre parce que j'ai démonétisé la première vidéo avec les 30 secondes de musique, mais vous savez, la musique à la con, là où il y a des crabes qui dansent sur une plage, incroyable, encore une fois, incroyable. Bon, bref, ça c'est prêt, et vous allez le voir tantôt, et c'est l'armée que je vais normalement emmener. Alors, aux options près, parce que typiquement, j'arrive pas à me décider sur le domaine du patron entre l'élémentalisme et l'illusionnisme. Voilà. Pas évident, mais à voir comment je bouge. La suite, parce que bah
l'air de rien, si je vais aller à la convention de Rouen, enfin, je vais à la convention de Rouen, mais j'espère y aller avec une liste un peu plus molle, parce que j'ai pas allé avec ma liste de tournois. C'est un peu, enfin, arrivé en mode connard. Dire c'est comme un tournoi où tout le monde joue des armées fluff et fun et que t'arrives avec du vampire quadruple cri. Va te faire foutre en fait. Je veux dire, super, t'as gagné. Waouh, quel skill. Mais, euh, mais ouais, je pense. Ou à l'époque, vous savez, c'était le double stellaire, hein, un double stellaire de plus triple C. Voilà, toutes les époques ont leur liste débile. Actuellement, c'est KT et les vampires. Bon. Malheureusement, bah ouais, quand tu veux gagner et que t'as pas trop de skill, je comprends que ça aille là-dessus. Donc au niveau des trucs, alors je dis pas que le roi des tombes est pas fort, attention, le roi des tombes est très très fort. Donc au niveau de la suite, si je vais à Rouen, il me faut des trucs cool. Il me faut des trucs cool et je veux jouer des gardes des tombes. Oui, garde des tombes, c'est bon. Je garde des cryptes et garde des tombes. Donc, typiquement, je pense partir sur des petits éléments. Donc, retirer déjà un pack de beau chapti. Clairement, un pack de beau chapti. Peut-être le passer à 5, c'est déjà, je pense, suffisant pour une convention. Après, faut que je joue avec l'orga d'ailleurs. Si, quelle est la gueule la gueule du tournoi, s'il veut un truc cool ou si, voilà, s'il met des restrictions ou pas. Est-ce qu'il met un petit refus de liste ou pas? S'il met un refus de liste, ouais, je lui proposerai des trucs. Je pense réduire un petit peu les beaux chaptis, en sortir 5 au lieu de 14, ça me paraît être un bon début. Et ça devrait me laisser des points. Tant pis, j'aurais peut-être pas en culte mortuaire, j'aurais en grande armée. Si je joue en grande armée, je vais peut-être partir sur une figurine de Luthor Arcan à pattes. Je pense que ça peut être cool, ouais, d'avoir le grand amiral en chef présent dans la liste. Enfin bon, bref, encore une fois, tout ça, on verra. On verra au moment venu. Necrotect, alors on m'a envoyé, merci, vous m'avez envoyé des super photos de figurines. Vous êtes deux, trois à m'en envoyer, je ne vais pas écorcher vos pseudos. Mais un grand merci à tous ceux qui m'ont filé des liens vers des figurines en message privé. C'est très très con, mais ça fait plaisir et puis ça donne des idées et ça permet de connaître des gammes que je ne connaissais pas. Necrotech, il faut que je vous trouve de quoi faire un petit garde-chiourme. Donc, je vous avais présenté des figurines. J'aimerais bien avoir un mec avec un fouet. Tu vois, c'est con, mais le fouet, pour moi, c'est emblématique. J'ai vu des figurines, il n'y a pas de souci qui en ont. Faut que je trouve la bonne figurine pour que ça me plaise. Et donc, j'aurai un petit Necrotect dans des gardes des tombes avec Luthor Archon. Ça ferait un petit blob sympa pour tenir le centre. Voilà, avec les petits soutiens qu'il y aura à droite à gauche, le fait que comme je joue en grande armée et pas en truc, les beaux chaptis sont en spécial, pas en base, ça me permettra de changer. Et surtout, si j'arrive à négocier avec JP, alors je sais qu'il va me tuer, parce que le mois d'octobre va être un mois très très chargé pour la chaîne, dans le bon sens du terme. Et essayer de le faire chier pour avoir un colosse nécro. Alors je sais même pas comment je vais le transporter. Je sais même pas comment je vais le transporter. Mais je suis un gamin. Je suis un gamin. Enfin bon, bref. Et puis en plus, on va avoir le prochain Arcane Journal, où dedans, on va avoir des règles pour les rois des tombes et pour les principautés frontalières, pour les bordures, les pirates. Alors, est-ce que ce sera une armée de mercenaires? Est-ce que ce sera encore une armée mélangeant pierre breto, un petit peu chelou? On verra. Mais il y a des belles choses qui arrivent pour The Old World, et donc ça va permettre de continuer d'explorer ce truc, et surtout de jouer ces figurines que je trouve, bordel, qu'elles sont classe. Enfin bref. Petit rappel sur le lore. Parce qu'il y en a beaucoup aussi encore une fois, qui viennent d'autres jeux. Hein. Bizarrement, la proportion, on l'avait sorti hein, chez Squarebase. Au final, je crois que The Old World est plus un jeu de vétérans de 40K que de vétérans de Battle. Et c'est assez intéressant ce genre de stat. Je parle de vétéran dans le sens joueur impliqué, pas ayant déjà joué au jeu une fois. Non, vraiment, le mec qui dit non, moi j'étais un joueur de 40K, je joue désormais à The Old World. Il y a plus de joueurs dans ce cas-là que de joueurs qui jouaient les anciennes versions. Et c'est assez amusant. Et donc, petit rappel de la chronologie impériale, parce qu'en fait, oui, ça va vous faire hurler, mais le monde de Battle, déjà, il est dans l'univers de 40K. Faut pas l'oublier. Il a été créé par les anciens. Les anciens donc, de l'univers de 40K, donc qui ont créé les Eldar, les Necrontyrs, la chute, etc. Et en fait, c'est un petit laboratoire des anciens, histoire de voir comment créer une espèce de monde. Alors, est-ce que c'était un monde pour voir comment ils pouvaient résister au chaos? J'en sais rien, comme d'hab. Hein, les trucs avec une puissance un petit peu divine, c'est toujours compliqué de comprendre leurs attentes. Et puis surtout en termes de lore, autant dans le lore de 40K, c'est très précis, c'est bien écrit. Autant ce qu'ils foutaient sur le monde de Battle, c'est un peu compliqué à justifier. Mais pourquoi pas? Alors pareil, si vous faites partie des mecs qui m'expliquent que non, non, pas du tout, c'est pas dans le monde de truc.
Dites-vous que j'ai passé du temps avec la Minute Warp, lui démontrer toutes les sources, tous les éléments. Vous avez des éléments des années 80 jusqu'aux années 2020, 2020-22 qui confirment que l'univers de Battle et l'univers de 40K sont le même. Voilà, c'est écrit, c'est confirmé par les développeurs dans des interviews, dans des trucs. Il n'y a pas de question. En fait, ça, c'est pas une question. Voilà, c'est comme, voilà, c'est comme beaucoup de choses. Il y a des trucs, il y a des questions. Il y en a pas. Donc voilà, le lore, un petit peu comment ça se passe. Donc en moins 15 000, bah, vous avez les anciens qui arrivent de l'espace, qui créent le monde de Battle et qui vont créer, qui vont modifier des espèces locales pour les humaniser, notamment bah, voilà, les elfes, les nains et les humains. Alors les humaniser, leur permettre d'accéder à la civilisation. Donc après, de quoi ils sont partis, bah voilà, je pense que les nains, ils ont dû naître dans la pierre, donc on imagine que c'était des troglodytes, etc., qui ont été faits, qui ont vécu, comme ils ont vécu dans des cavernes, ils peuvent être plus condensés, etc. Genre, voilà. Est-ce qu'ils ont chopé des abhumains de l'univers de 40K? Est-ce qu'ils ont chopé voilà, des Votanes, des choses comme ça? C'est peut-être un peu compliqué en termes de date, parce qu'en fait, on est les Votanes, c'est toujours des abhumains. Les squats, c'est toujours des abhumains, ça correspond pas forcément. Est-ce qu'ils auraient chopé des proto-Eldar pour les foutre sur le monde? Bon, voilà, compliqué. Compliqué encore une fois, et je laisse des gens beaucoup plus compétents que moi sur le lore le faire. Donc voilà, moins 6500, ils modifient les races, moins 5500, ils se barrent, parce que bah, globalement, bah, au bout de 10 000 ans, ils ont commencé à prendre de sévères branlées dans l'espace. Encore une fois, le lore change beaucoup, notamment avec les Nécrons. Les Nécrons, ils ont redcon le lore en continu, ce qui fait que c'est devenu compliqué. Comme maintenant le lore est totalement subjectif dans les bouquins de 40K, c'est compliqué d'avoir des infos propres. Moins 3500, on a l'âge d'or des elfes, et 500 ans plus tard, on a l'âge d'or des nains. Donc l'âge d'or, c'est quoi? C'est civilisation solide, qui tient sur ses appuis, qui a quelques gestes d'énervement, mais qui globalement reste politiquement correct. En 2750, donc on a le Malekith qui est refusé par la flamme d'Aenarion, donc en gros ça a commencé avec un petit schisme sympathique. En moins 2500, on a l'apparition de Nekera, Nagash il est en moins 2000, c'est marrant, 2000 ans avant Sigmar. La guerre de la vengeance, 3 ans après la naissance de Nagash, donc il y est pour rien, c'était encore un enfant à cette époque-là. Guerre de la vengeance, guerre de la barbe, donc entre les elfes et les nains. La naissance de KT, c'est en moins 1800, donc on voit que la civilisation est très 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 ancienne, l'air de rien. Il faut savoir qu'on est en 2000 et quelques en actuel, donc on est sur une civilisation qui a plus de 3000 ans, donc c'est assez cohérent avec ce qu'ils veulent faire par rapport à la Chine. En moins 1500, victoire des nains sur les hauts elfes, allez vous faire, hein. Voir, bien évidemment. Oh, celle-là sera. Oh, je pense que celle-là sera monétisée. Pas démonétisée, mais elle sera monétisée low cost, donc on va se faire plaisir. Les nains gagnent, moins 1500. Ouais! Et là, comme par hasard, putain de grenouille, on a un Slan, Quakes, qui fait bouger des continents, et du coup, tremblement de terre chez les nains, destruction des grandes cités. Encore une fois, les hommes lézards sont responsables de la chute de l'Empire nain. Voilà. Ils ont mis une branlée aux elfes, et il y a les lézards qui arrivent. J'ai l'impression de jouer contre JP, tu sais. JP, tu lui fous une branlée avec son armée d'elfes, d'un seul coup, t'as des lézards qui arrivent et qui disent bah, jouons 1.5. Wow, on est où? En moins 1100, après il y a tous les blabla avec Nagash, etc. Moins 1100, etc. En moins 1000, on a les tribus de la Bretonie qui s'installent dans la Terre. Donc encore une fois, c'est assez ancien, les Bretoniens à l'air de rien, 1000 ans avant Sigmar. Il faut savoir que les tribus humaines dans le nord du Vieux-Monde sont apparues que 500 ans, 500 ans avant Sigmar. Donc encore une fois, l'humanité est très, très récente en termes de civilisation. On va se calmer, c'était des bourrins. C'était des bourrins dans les hultes, on n'était même pas dans du celte, je pense, en termes de culture et de civilisation. Mais bon, et encore je dis ça comme si les celtes étaient le mauvais truc. Enfin, on est vraiment dans les proto-civilisations, à mon avis. En moins 150, les sorciers nains du chaos créent les orques noirs, donc on a une date. En moins 100, ils se révoltent. En même temps, ça semblait con comme projet. Enfin, je veux dire, bon, on va créer des esclaves, mais il faut qu'ils soient super costauds, super vénères, etc. Je veux dire, voilà, non. Et en fait, si tu crées un esclave qui est plus fort que toi et donc tu dépends pour vie, forcément, tu te casses la gueule. Voilà, ça marche pas. Dans notre monde, ça marche pas. Dans le monde de Battle, il n'y a pas de raison que ça marche. Naissance de Sigmar en moins 30, et puis à 31 ans, Sigmar est proclamé empereur. Alors, bataille avec les nains, il sauve la vie d'un roi, Galmaraz, etc. Bon, bref. Ensuite, dans les trucs, après j'ai fait des choix, parce que franchement, l'univers est très très vaste. 491, alors celle-là je l'adore, c'est des Tiléens qui repoussent une ouag au-delà des monts Appuccini, donc c'est les Alpes. Grâce à une tactique toute tiléenne, en fait, ils engagent la moitié de l'armée pauverte pour les faire combattre contre les autres. Je trouve ça fantastique. Je veux dire, tellement romain comme principe, où en fait, voilà, tu avais les tribus en face, tu leur payais la moitié.
Encore une fois, hein, la guerre des Gaules, c'est 50% enfin, la guerre des Gaules de César, c'est comment corrompre 50% des habitants de la Gaule, enfin de la Gaule transalpine, pour combattre l'autre moitié. C'est-à-dire fondamentalement, la trahison des élites, c'est une espèce de pratique. En 500, on a le retour du clan Échine de Kéaté. Encore une fois, il ne faut pas oublier, beaucoup de gens encore disent ouais, Kéaté, ça n'a rien à foutre dans l'or. Ça a toujours été présent, ça a toujours été présent. Les règles sont broken, mais ça a toujours été présent. En 698, rencontre entre Kéaté et Ultuan, petits échanges, machin, et il avait perdu le contact. Un peu chelou, les pertes de contact par rapport aux différentes voilà, géographies, mais encore une fois, why not. Skegi est fondé en Lustrie en 888. Ça, c'est important pour tout ce qui est pirate. On est sur des pirates norse, etc. Plutôt cool. Dans les trucs marrants, 874-875, on a Gilles le Breton qui va battre des orques et apparition de la dame. Donc, on le rappelle, hein, la dame est une déesse elfe sylvain. Fun fact, en 995, Gilles le Breton est tué par une flèche. Au bout d'un moment, choisissez vos alliés. Enfin, à partir du moment où les oreilles sont pointues, faites pas confiance. Que ce soit un gobelin ou un elfe, c'est la même saloperie. Faut buter ça, faut buter ça. 1017, fondation de Sartosa, donc l'œil des pirates, hein, donc j'allais dire c'est en Sicile, mais est-ce que c'est plus Sicile ou est-ce que c'est plus Malte? Je dirais Sicile par rapport à la piraterie, mais Malte, ils ont quand même des trucs intéressants. Faudrait que je regarde en termes faudrait que je me bouffe un petit peu l'historique de Sartosa. Ça pourrait être sympa. En 1111, peste noire dans l'Empire par les Scaven. Donc voilà, on fout un peu le bordel. Première guerre civile impériale en 1360, avec les débuts des embrouilles pour être empereur. Ensuite, 1450, on a la Reconquista, tout simplement. Donc reconquête de l'Estalie par les Bretoniens et l'Empire contre les forces de Jafar d'Arabie. Ils l'ont appelé Jafar. Faudrait que je vois, hein, alors faudrait que j'aille chercher d'où vient l'origine du mot Jafar. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi présent? Est-ce que c'est antécédent à Disney? Est-ce que c'est plus vieux qu'Aladin? C'est possible, hein. Je pense que il est possible que ce lore-là soit un lore plus ancien et que du coup, ça n'ait pas été. Mais bon, Jafar. J'espère qu'il avait un petit perroquet sympathique. 1492, date totalement au pif, Marco Colombo découvre les lézards de Lustrie. Alors, il arrive en Lustrie un peu plus tôt et il les découvre à ce moment-là. 1501, Sartosa reprise par les Tiléens. Donc ils ont repris, ils ont reconquis la ville. Encore une fois, est-ce qu'on est sur Sartosa, Carthage, voilà. Il faut que je trouve le truc, parce qu'on a les empires, on a les pirates barbaresques, à voir ce qu'il y a dedans. 1707, on a la bataille du col du Feu Noir qui va pas oublier, avec la main orque Gorba Grise de Fer qui rase de Solente, donc un bon petit truc. 1757, indépendance de Sartosa, il faut vraiment que j'aille chercher les vraies dates. 1812, la peste rouge, donc encore du Scaven. Ah ouais, truc que j'adore. Le lore de la Tilée est fantastique parce qu'en fait, il est basé sur le lore de l'Italie et sur l'histoire de l'Italie. Et il y a plein de trucs vraiment stupides qui ont été faits en Italie avec quand il y a eu les grandes cités, etc. C'est fantastique. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand un dirigeant de cité est mort, ils ont une prophétie comme quoi son suivant allait mourir rapidement, etc. Donc ils ont élu un cochon, et donc en 1889, Cochodo Ier, donc le roi cochon, ou le prince cochon, est mort. 1999, la comète à deux queues qui rase Mordheim. Alors ça c'est pareil, c'est marrant, parce que comme le jeu est sorti en 99, c'était cool. Enfin c'est cool d'avoir ancré en fait entre le The Old World et Mordheim. Entre Mordheim et la réalité. 2051, Vlad perd face à l'Empire, donc il meurt, le loser. 2250, on a le début de l'agitation dans le Vieux Monde. 2276, c'est le début de The Old World, c'est la période dans laquelle on est. 2301, on sait qu'il y a l'Azavar Cool qui regroupe toutes ses forces. 2302, Magnus. Et 2523, donc 200 ans plus tard, on a Kaboom, la planète, et paf, ça fait du AOS. Bon, une bonne petite saloperie, cette fin de timeline, parce qu'en fait, les dates qu'on a là avec toute la End Times, ça va tellement vite et ça a été tellement. Enfin bon, bref, on en parlera au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'était juste pour recadrer un petit peu le truc. Donc les dates importantes pour moi, c'est la fondation de Skegi en Lustrie, 888, hein, pour les pirates, c'est important. C'est tout ce qui est lié à Sartosa. Et surtout, c'est la mort de Vlad, 2051. Parce qu'en fait, Vlad, on est sur un personnage très important chez les morts vivants. Alors bien sûr, je pourrais vous parler de Nagash, mais par rapport à ce qui nous intéresse, c'est plus ça.
Et puis surtout, bah voilà, les dates de The Old World, 2276. Donc on est très très peu, on est quand même, enfin très très peu, on est quand même 200 ans après la mort de Vlad. Bref, et c'est là où on va passer un petit peu aux recherches que j'ai fait. Donc je vais vous partager mes recherches, celles qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné, sur les personnages. Donc on va essayer de voir un petit peu le lore du personnage, est-ce que ça colle dans The Old World ou pas The Old World, et si ça colle, bah, ces éléments emblématiques, et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait les jouer, comment on pourrait les jouer de manière... voilà. Encore une fois, c'est des propositions que je vais vous faire. Si vous voyez des trucs qui ne sont pas vrais dans ce que je dis en termes de lore, n'hésitez surtout pas à me contacter. La section commentaires sert à ça. Parce que vous savez que le lore, il y a énormément de choses qui sont très très subjectives. Hein. C'est un petit peu comme l'histoire, on peut jouer sur les sources. Et enfin, jouer sur les sources, on peut subir la diversité et le manque de rigueur des auteurs. Mais voilà. On va commencer par le patron, Luthor Harkon. Bon, déjà, il a eu un sacré glow-up entre sa vieille figurine de la V6, là, qui était vraiment dégueulasse, où on avait l'impression... enfin, voilà, il y avait des petits soucis en termes de formation de visage. Hein. Voilà. Pépère, il a une bonne gueule. Donc en fait, bah voilà, c'est lui qui a créé la Côte des Vampires. Hein, donc c'est en fait, il y a eu deux expéditions qui ont été concluantes pour arriver en Lustrie. Il y a la fondation de Skegi et il y a celle de Luthor Harkon. Donc Luthor Harkon, on est en 876, donc on est 8 ans avant la fondation de Skegi. Donc on a des pirates nordiques qui abordent un vaisseau impérial. Les Nordiques s'emparent des objets de valeur qui se trouvent à bord. Pas de bol, il y a un sarcophage. Bisous, il y a un vampire, Luthor Harkon. Le vaisseau nordique fait voile vers le sud de la Lustrie, poursuivi par des navires impériaux, ou alors force de nouvel truc appuyé, enfin bon bref, Pirate Life for me. Et quand ils arrivent tout en bas, bah, en fait les mecs sont des morts-vivants asservis par Luthor Harkon. Plutôt cool. Alors vous avez plein de lore, etc. Vous savez, lié au côté irrémédiable des vampires. Donc qui l'emportera, peu importe, je survivrai, mourront les choses lézards, se flétrira la chair verte, les noms des aînés seront miens, et tous les morts murmureront mon nom, mon amour. Ouais, il est un peu chelou. Il est un peu chelou. Donc voilà, le lore de Yurkon, c'est ça. On a trois dates. Vraiment, on a 876, le pillage, enfin l'accostage du bateau. On a 930, la bataille de l'éclipse. Donc, en fait, bah, c'est les hommes lézards qui lui mettent une branlée. Donc, en réalisant la prophétie de Wankak Langpak. Et 1351, Harkon qui rassemble une armée de pirates zombies qui quittent les marécages méphitiques de la côte des vampires pour s'enfoncer dans la jungle, accompagnés d'une brume et nauséabonde. Et c'est tout. En termes de date, c'est tout ce qu'on a. Donc, l'air de rien, bah, c'est pas léger parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait pendant les 900 dernières années. On sait qu'il est présent à la fin des temps, on sait qu'il est encore en vie en 2500, donc Pépère va bien, ça fait 1000 ans qu'il glande dans la jungle, mais globalement, le taf est là. Ces éléments emblématiques. Pépère, dans le lore, c'est un schizophrène. Ça, c'est une chose très importante, et surtout, ce n'est pas un sorcier. Donc, il peut relever les morts, ça, il peut le faire, mais c'est pas un magot. C'est pas un magot. Toute une partie de la campagne de The Old World, c'est justement qu'il chope le truc des anciens pour récupérer ses capacités, notamment quelques capacités magiques. Donc, au niveau des règles, ce qu'il a, globalement, bah voilà, il va augmenter les défenses, il va augmenter la défense des copains, il va augmenter la corruption, bon, bah, ça, on ne sait pas trop quoi en faire, et il a une résistance au sort, parce que, ouais, vu qu'il s'est pris un backlash magique, à mon avis, il y a un bout d'âme qui a dû sauter un peu, et du coup, il est un petit peu moins sensible à la magie. Donc voilà, Total War, il augmente la défense en mêlée, des bonus de commandement et résistant au sort. Du coup, je me suis dit, bah voilà, comment on arrive à le faire? Comment on arrive à faire un mec un peu tapé? Donc déjà, est-ce que je veux le dans mon équipage? Bah, pourquoi pas? Encore une fois, pour Rouen, je pense que ça peut être sympa de l'avoir lui qui mène un gros pack de garde des tombes avec un petit garde-chombe à l'intérieur et puis d'avoir les petites unités de pirates autour. Je pense que ça peut être cool. Donc je partirai sur un roi des tombes parce que c'est quand même le gros patron. Hein. Donc au bout d'un moment, si lui n'est pas un roi des tombes dans mon armée, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est les mêmes enfin, mais équivalences qu'un seigneur vampire. Je mettrais une Berserker Blade. Pourquoi je mettrais une Berserker Blade? Parce qu'elle rend impétueuse. Et je me dis, pour un schizophrène, de ne pas pouvoir se contrôler, ça me paraît pas mal. Alors, c'est chiant. Clairement, en jeu, ça va me péter les couilles. Après, ça se contrôle. On est sur un mec qui a commandement 10. On est sur un mec qui est souvent à portée de bannière. On rappelle la bannière des morts vivants sur les vampires ou les rois des tombes permet de relancer tous les tests de com, pas uniquement moral, ralliement et panique. Donc, l'air de rien, ça va avoir un 10 relançable pour se contrôler. Voilà, c'est pas catastrophique.
Et puis ça lui permet de faire 5 attaques force 6. Alors par contre, il a pas de PA. Donc pas de PA, pas de PA, pas de PA. Une petite résistance à la magie 2, ça je lui paye 2 Obsidian Longstone, et je lui paye la couronne des rois, en fait, qui lui permet de relever des figurines. Alors en version low cost, mais je me dis, pour rentrer dans le thème de l'armée, c'est plutôt sympa que le patron vampire il puisse relever les morts. C'est même l'un des gros trucs que je reproche aux vampires des vampires normaux, c'est qu'ils peuvent pas relever les figurines. Enfin, ils peuvent, mais que des trucs à la con, ou c'est cher, etc. En termes de profil, il a capé vendu 5, le 5 plus d'armure, le 5 plus de régène. Je n'ai pas mis d'un vu. Encore une fois, c'est un choix. Le but, c'est pas d'avoir des persos broken, c'est pas les persos optimisés, mais c'est d'avoir des persos liés au lore. Et puis, il a la règle que ma volonté soit faite pour augmenter le tanky, parce qu'au final, il va augmenter la CC, donc ça va augmenter l'avance, il va augmenter un petit peu la vitesse. Donc, pour tout ce qui est par rapport au bonus de commandement, ça me va. Donc, bah voilà. Grosso modo, j'ai un perso à 250 points, ce qui est plutôt ok, qui a un bon profil, hein. Attention, hein, capé vendu 5 et 5 attaques force 6. Bisous. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un mec qui va meuler. Par contre, pas de PA. Donc, ça sera à moi de mettre de l'élémentalisme à côté pour avoir un plague of rust sur les packs qui va charger, etc. Parce que clairement, Pépère, il va rebondir sur le moindre pack avec une sauvegarde à 4, quoi. Mais bon, c'est un pirate, hein. En termes de lore, la schizophrénie gelée, pas un sorcier gelé, elle augmente la défense en mêlée, etc. Donc voilà. Jusque-là, facile. C'est pas le personnage auquel je tenais le plus, parce que j'aime souvent plus les personnages secondaires que les personnages principaux. Mais voilà, moi les deux que j'aime beaucoup, c'est Noctilus et Aranessa. Et donc on va commencer par Noctilus. Noctilus, de son vrai nom, Nikolaus von Karsten, terreur des mers, amiral de la redoutable flotte maudite, est un célèbre pirate vampire. Ouais, la dynastie sanguinaire des von Karsten a toujours été avide de pouvoir. Au cœur de leur dangereuse mégalomanie se terre la volonté de maîtriser la nécromancie afin de dominer le monde. Bref, classical bad guys qui vit soit dans son château au fond de la forêt quand c'est à battle, ou dans une grande tour de multinationale quand c'est dans du futurisme ou du autre, ou du steampunk. Nikolaus, il a découvert une nouvelle voie pour accéder au pouvoir, donc auteur des thèmes poussiéreux de nécromancie, de sorcellerie, il trouvera de nombreuses cartes représentant les flux de magie qui courent à travers le monde, et il réalise qu'en maîtrisant l'art de la navigation, il pourra contrôler les vents du chaos qui tourbillonnent et se déversent dans les hautes mers. En gros, il a fait un petit amalgame entre le Gulf Stream et les vents de magie. Il s'est dit, bah putain, je vais aller au centre d'un cyclone et ça va fonctionner. Bon, bah, l'univers de Battle, ta gueule, c'est magique, ça passe. Et donc, j'ai commencé ma partie enquête et j'ai commencé à aller fouiller le fluff. Donc là, assez fun, donc j'ai commencé par aller voir notamment son navire. Son navire, le Dreadfleet, comme le jeu. Le jeu de Dreadfleet, c'est basé sur Luthor Archon versus les pirates de Sartosa. Alors, pas exactement, mais c'est dit. Bah, ce qui est chiant déjà, c'est qu'on n'a pas de date. Du coup, on commence à fouiller. On commence à fouiller qu'il n'y a aucune date dans le bouquin de Dreadfleet et ça fout le seum. Alors, je ne l'ai pas vu encore une fois. Mais on peut trouver des trucs. Déjà, dans sa flotte, on a un amiral roi des tombes qui a le navire de Volkmar le Sévère. Volkmar le Sévère, bah, on est très très récent, on est Car France et compagnie. Donc déjà, ça pète les couilles. On se retrouverait juste avant la fin des temps. Donc déjà, Dreadfleet, pas ouf. Il meurt après la bataille de Sartosa dans le bouquin de Phil Kelly. Bon, John est sur un loser, hein. Le personnage meurt avant même l'apocalypse. C'est quand même con. Tiens, l'apocalypse, mais t'as vécu on sait pas combien d'années. C'est quand même débile. Mais on a un petit truc qui est sympa, c'est que bah, on dit voilà, la flotte avant la bataille de Sartosa, donc avant la fin des temps, ce qui meurt en 2252 ou 53, on va regarder juste après. On a deux décades complètes où il va faire bosser sa flotte, la Dreadfleet, avec les pirates zombies sur tous les océans du monde connu. Bah, on se dit voilà, ok, il meurt à la fin des temps, mais un peu comme tout le monde, hein, tous les persos dont ils avaient marre, ils les ont goumés à ce moment-là. Ok, franchement, on avance, c'est pas un problème, on continue. Je me dis, allez, attends, au lieu d'être con, ChatGPT, trouve-moi les règles. Trouve-moi le lore complet de Noctilus, donne-moi le. Donc là, je demande à ChatGPT, donne-moi ce que tu sais sur le conte Nautilus de l'univers de Warhammer, maître de la côte des vampires et la forteresse, et une forteresse engloutie dans la mer souterraine. Je me dis, si on arrive à savoir à quelle date il a créé son vortex, on y arrive. Et là, ChatGPT, nickel. Donc, à l'origine, Noctilus s'appelle Neekarar, un nécromancien de l'ancienne Neekara. Après avoir appris la nécromancie et attiré l'attention des votes magie, il quitte les sables du sud et se rendit dans la mer des griffes.
Il entreprend un rituel gigantesque qui provoque un cataclysme. Le fond de la mer s'ouvre et il bâtit une forteresse, la forteresse noire, Dread Abyssal, Citadel of the Deep. C'est à partir de ce moment-là qu'il prend le nom de Noctilus. Ah, c'est pas ce que j'ai lu, frère. Hein. Donc, compliqué, compliqué. Du coup, on continue, je lui chat GPT, c'est pas grave, j'essaie de lui demander de citer ses sources. Il n'arrive pas à me citer les sources, il me dit que finalement Nautilus, Nakarar, non, il a fait un malaise. Alors moi, je tape Nakarar sur Nekarar sur Wikipédia, j'apprends quoi que c'est de l'arménien pour parler d'un rôle de chef, etc. Je me dis, putain, c'est quoi ce bordel? Bon, tant pis, on oublie ChatGPT. Et là, eh ben on check les différents éléments. Je check les bouquins d'armée, V5, V6, V7. Rien du tout. V8, où je me rends compte qu'ils ont juste copié-collé le bouquin de Lord de la V7. Enfin, vraiment la version de la flemme, la V8. C'est honteux. C'est honteux qu'ils aient... Enfin, bon, bref. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et je vois que Pépère, 2522, mise en place du cimetière du Galion. Donc le coup du gros vortex de la téléportation, là, c'est 6 ans avant la fin des temps et c'est 2 ans avant sa mort. Il est censé avoir fait 20 ans de... Donc ça colle pas. Donc ça colle pas, ça me fait chier. Clairement, ça me fait chier parce que j'avais envie de le jouer. Mais encore une fois, quand je joue des persos SP, je veux que le lore soit cohérent avec ce que je fais. C'est très très con. Encore une fois, je sais, je suis un joueur de tournoi. Je suis un joueur compétitif. Mais ce que je veux, c'est rêver quand même. C'est ma passion. Donc je veux que ça soit cohérent. Personnage mec bizarre, mais cohérent. Ma cohérence à moi, des fois, mais cohérent. Et du coup, je suis comme un con et j'ai le seum. Du coup, je me dis, comment on fait? Soit on part du principe que la V8, on s'en branle, tout l'ordre de la V8 est à chier. Je suis désolé si vous êtes fan de la version. Tout ce qui est écrit, c'est ils ont repris la V7, ils ont mis des trucs qui étaient incohérents. Alors on se dit que la V8 n'a pas existé. Tout ce qui est sorti en V8, ça allait mener vers la fin des temps. On oublie. On met un gros carcan, hop, on zappe, on n'en parle plus. Mais ça fait chier quand même, parce que c'est après le bouquin, c'est après que le jeu d'Elfrid soit sorti, donc en fait, ils n'ont pas fait ça au pif. Mais c'est pas cohérent, on fait quoi que ce soit pas cohérent, qu'il y ait un vampire. Pourquoi ils s'embrouilleraient en 2500 avec les autres Van Karsten? Ça n'a pas de cohérence. On sait que le gros moment où ils se sont pris la tête, c'est la mort de Vlad, au niveau des Van Karsten. On sait que c'est là où ils se sont embrouillés. Il y a le gros moment d'embrouille, il est à ce moment-là, entre les différents. Et il y en a 5 qui sortent pour, à la mort de Vlad, prendre le contrôle des Van Karsten et prendre le relais pour la domination sur la guerre contre l'Empire. Et il n'en fait pas partie des 5 mecs qui restent pour se battre pour la Sylvanie. Pour moi, ça collait tellement de le foutre à cet endroit-là. Et ça m'aurait arrangé tellement que ce soit à cet endroit-là. Mais voilà. Donc, j'avais à peu près cette tête-là. Le sub. Même si le mec me fait penser à Espignature ou à Philippe Radu, là, le Belge qui fait de la poésie sur la... Je suis vraiment jaloux des Belges sur un truc. Bon, il y a leur bière. Et il y a surtout, ils ont des humoristes et des auteurs qui sont incroyables. C'est putain. Donc Gueuluc, hein, Gueuluc. Et bon, bref. On passe à la suite, je me dis, allez, pas grave. Ça. Une pirate, avec des délires un petit peu chelous en termes de construction de figurines et tout. Allez. On chope le lore. Alors, savoir que Aranessa et Noctilus, ce sont les 2 seules personnes que Game Workshop a permis à Creative Assembly d'utiliser pour Total War. Checkez les dates. Checkez les dates. C'est le moment, vous savez, c'est le moment du complot. Mais checkez les dates parce que... Checkez les dates. Le lore du personnage. Donc, qu'est-ce qu'on est? On est sur une exclue. Donc, en fait, elle est née chez les Norths, qui sont chez les à Skjold, donc c'est les Björling. Alors, les Björling, c'est quoi? C'est des Norths qui sont chaotiques, mais pas que. Ils ont sur du vrai polythéisme, où en fait, ils vont mélanger les cultures du chaos. Donc, en fait, ils ont 4 dieux, alors qui ont des noms différents. C'est des aspects, en fait, c'est des aspects du chaos, donc en fait c'est pas Korn, c'est un autre dieu du sang, c'est pas Nurgle, c'est un autre dieu équivalent, c'est pas Slanesh, c'est un corbeau, je sais pas quoi, enfin bon bref, un corbeau c'est Zench, enfin bon bref.
Ils vénèrent le chaos, mais pas que, ils vénèrent aussi Tal, Manaan, etc. Enfin bref, les dieux du Sud. Donc ils sont dans du polythéisme mélangé, ce qui est assez cohérent aussi avec le lore des Vikings, hein, qui ont pris des religions à droite à gauche, jusqu'à ce que, notamment les réécritures de lore, etc., ont transformé les personnages, enfin la religion des Nordiques en quelque chose de beaucoup plus christianiquement acceptable. Enfin bon, bref, les gars sont là et ils ont un petit chef. Et en fait, dans leur pratique, c'est quoi? C'est si t'as un mutant qui pop, hop, tu le démontes. Parce que pas de mutant, ça évite les emmerdes. Parce que les mutants en général, ça se barre en sucette très vite, hein. Ça finit en enfant du chaos si ça se contrôle pas, ou en élu du chaos si ça se contrôle, donc un peu galère. Et puis surtout, ça permet d'être plus facilement accepté quand tu vas faire du marchandage dans le sud. Donc, autant pour les parties de pillage, c'est sympa, autant pour la poutre, un peu galère. Enfin, autant pour la poutre, c'est sympa, autant pour le commerce, compliqué. Et puis, il fera pas tous 6 vikings, hein, les gars. Donc, un peu chaud. Donc, la gamine, elle naît. Donc, lui, il voulait un fils, déjà un peu le seum. Et la gamine, elle naît avec une guibole tentacule. Donc, il la balance à la flotte. Parce qu'il y a autre chose à foutre. Et elle va être. Le lore. Elle meurt pas. Mais elle est ramenée sur un truc avec des nymphes, des mers, avec accompagnée par des poissons couteaux, je sais pas quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce que l'or est con. Mais bref, ta gueule c'est magique, elle meurt pas, elle est élevée par des sirènes. Les sirènes des nymphes font s'échouer des bateaux, etc. Donc ça leur permet de prendre contact avec tous les éléments. À un moment, elle veut partir, elle veut rencontrer l'humanité. Elle se coupe la patte, elle se remplace la tentacule par un espadon. Bon Dieu que le lore est con. Bon, je suis allé chercher tout ça dans quoi? Je suis allé chercher tout ça dans Creative Assembly, donc dans le lore de Total War Warhammer. Je suis allé chercher dans le lore du jeu de rôle Sea of Claw, donc il parle justement des pirates, des sociétés, etc. Et c'est là où on voit la première illustration d'Aranessa. Encore une fois, je check les dates. Donc, fille d'Ulfric, c'est un Norse, balancé pour cause de mutation. Pareil, on n'a pas de date, mais le problème c'est que les Norse, ils vivent pas 250 ans. Donc, même si les Björlings sont des chaotiques soft, j'ai envie de dire c'est même pire. Parce qu'en fait, les humains vivent, il y a des humains qui vivent jusqu'à 90, 100 et quelques années dans le monde de battle. Ok, mais en général, c'est des riches. C'est des mecs dans très bonnes conditions. Ceux qui vivent plus longtemps, c'est des mutants. Ou des races autres, hein, comme les lézards, les elfes, les nains, etc. Du coup, un peu chiant. Et donc la mémère, parce qu'elle est devenue la reine des pirates, la reine de Sartosa, elle va mener une alliance de vampires, de pirates humains et de pirates morts-vivants. Voilà, un petit peu chelou, c'est cool, tu vois, le lore est bien. Mais le problème, c'est que tout ça, ça nous amène à la bataille de Sartosa. Et la bataille de Sartosa, CF Noctilus, c'est juste avant la fin des temps. Donc 250 ans après Old-World. Et putain, ça colle pas. Et là, j'ai un seum de fou, parce que j'étais déjà motivé. Vu qu'en Roi des Tombes, on peut jouer en allié des guerriers du chaos, des hommes bêtes. J'avais mes règles pour ajouter des vivants. Alors avec des profils un peu pourris, tu vois, tu peux les jouer en gore, tu vas pas les jouer en bestigore, parce qu'on va se calmer, c'est des marins, tu vois, c'est des pirates. Mais soit en maraudeur, soit en gore et en angor pour faire les différents types de profils. T'as des petits packs de tirailleurs qui peuvent fuir, un petit peu corps à corps, paire d'épée, tout, tu vois, ça collait trop bien. Et ben non. Donc, full sum de ma part. Alors, je pense que je ferai quand même un petit détachement de pirates. De base, je partirais sur du maraudeur. Mais les petites possibilités qui sont liées à la foot de l'homme bête dedans font quand même bien sexy. Il y aura débat. Par défaut, ce sera du maraudeur, mais l'optimisateur en moins. Bon. Donc, sum numéro 2, ce que finalement, le deuxième personnage, il marche pas. Ensuite, Silostra Direfin. Alors, je sais plus comment, c'est Mauvelron, je crois, en FR. Ouais. Le personnage créé totalement par Creative Assembly. Déjà, oui. Donc ça, déjà, c'est cool. On est sur quoi? On est sur une cantatrice bretonnienne qui devait aller jouer à la cour du roi Phénix, au elfe. Le navire se casse la gueule, elle est en colère, ça lui plaît pas, et donc elle refuse la mort, et donc elle va maudire, ça faire que son âme va rester là, et donc voilà, ça va devenir une âme mort-vivante qui refuse le truc, et qui va avoir tendance à récupérer donc des marins zombifiés, marins morts-vivants, et aussi se faire accompagner par du bretonien, c'est normal par rapport à son origine de base.
Et donc voilà, un petit personnage un petit peu banshee qui est terré, etc. Donc plutôt cool. Et elle est, en termes de lore, est-ce que c'est compatible? Bah, il n'y a pas de date, et ça c'est vraiment cool, parce qu'en fait, un mort-vivant, le principe c'est que ça peut vivre longtemps. Enfin, ça peut non vivre longtemps. Et ça c'est bien. On parle juste de cours du roi Phénix sans le citer, donc on est tranquille, on est tranquille. Après, si c'est cité quelque part, n'hésitez pas à me donner la source dans la source dedans, il y aura de quoi faire. Ensuite, on a Robert Bartholomé. Donc, Robert Bartholomé, c'est qui? C'est quand tu commences une campagne avec un seigneur légendaire, tu as un héros qui t'accompagne. Et ce héros-là, il s'appelle Robert Bartholomé. Alors, on a la culture qu'on mérite. Les mecs ont dit Robert Bartholomé, oh, c'est Robert Baratheon parce qu'il a des cornes de cerf sur la tête. C'est possible. C'est possible qu'en effet, il y ait une référence à Game of Thrones. Mais c'est surtout le nom d'un vrai pirate. Donc oui, ils ont pris un breton, mais ils ont filé le nom de Robert Bartholomé, hein, enfin Bartholomé Robert, qui était un pirate gallois, et qui est surtout le mec qui a inventé le code des pirates, et qui est le premier à avoir eu Ah, j'ai encore oublié le nom, Lee Roger. Enfin bon, bref, le pirate, le drapeau pirate. Donc putain, patate, c'est parfait. Patate, c'est parfait, parce qu'on peut le mettre dedans. Et donc on avance, et bah, on regarde ce que c'est, qu'est-ce qu'elle a en termes d'éléments emblématiques. Déjà, c'est une sirène, on est sur une banshee, d'accord? Mais encore une fois, je veux pas de perso éthéré de base, je veux pas jouer contre vampire. Du coup, une sirène, une cantatrice, comment on peut représenter ça? Bah, le côté éthéré, on peut le faire, mais pour que ce soit pas broken, on a la nécromancie, qui présente énormément d'avantages, notamment celui d'avoir un sort qui rend éthéré et qui file le vol, ce qui peut correspondre aux caractéristiques d'une banshee, d'être littéralement un fantôme qui gueule, enfin un fantôme, et bah, surtout qui est dissipable. Donc en fait, si l'adversaire a un petit peu de dissipation, en plus le sort se lance facilement, donc il se dissipe facilement, tu peux avoir ta petite compétence. Il y a un projectile magique pour le cri, donc bah, tu dis, bah voilà, ok, le cri, c'est broken en l'état, mais si le cri fait 3 les 6 touches, force de les save, mais qui doit être lancé, qui sera affecté par la sens magique, bah putain, qu'est-ce que c'est bien. D'ailleurs, à se demander si le cri des contes vampires ne devrait pas devenir un projectile magique, ou un sort d'assaillement, ou un objet de sort qu'on utilise d'une manière ou de l'autre. J'ai des solutions pour rendre le jeu meilleur. C'est pas vrai, il n'y a pas de solution pour rendre le jeu meilleur. Mais j'ai des idées. J'ai pas de pétrole, mais j'ai des idées. Donc je me dis, bah voilà, on part sur un petit prêtre, un petit haut prêtre, niveau 4 quand même, parce que c'est une mémère. On n'augmente pas son tanking, on lui file juste une 1 vue à 5, donc il fait quand même 1 vue à 5 régène à 5, hein, donc c'est quand même pas mal pour un patron. On est quand même sur un patron, encore une fois, 250 points, donc on est sur ce que j'accepte en fait en termes de personnage à pattes. On le met niveau 4 nécromancie avec le lore familiar, comme ça il va pouvoir choisir ses sorts, donc systématiquement, il y aura le sort qui donne éthéré et vol, systématiquement il y aura les projectiles magiques, et après le reste, bah, tu trouves souvent le vortex pour faire les malus de commandement qui sont très très bien. Je lui mets le masque de Carnut pour représenter la terreur, encore une fois il y a un aspect... Crit Banshee que je trouve vraiment très cool. J'ai pas mieux en termes de référence. Donc voilà, et puis je me dis, bah voilà, tous les autres sorts de nécromancie sont assez cohérents avec les éléments. Encore une fois, on prend. Et enfin, bah, son pépère, bah, c'est un ancien breton. Donc déjà, un ancien breton, il commence à cheval. Donc Robert Bartholomew, qui était un paladin, bah, on part sur ça. On part sur un petit prince des tombes, pour avoir un petit profil de corps à corps un peu sympathique. J'aurais pu prendre un héros pour avoir plus d'objets magiques, mais ça me va très bien. En héros comme ça, il me va bien, en prince. Je lui mets la petite armure de Silver Hill Steel pour qu'il ait une 3+ de save. Ça, c'est cool. Je lui paye un bouclier pour le Wheezy, qui servira souvent à rien, mais je me dis, bah voilà, si je veux taper à l'initiative, il tapera à l'arme de base et au bouclier en mode capèche. Je lui dis, pourquoi pas, écoute, lui mettre une arme lourde. Si en effet, c'est stylé dans le truc de Robert Baratheon, je le vois bien se taper avec une arme assez vénère, pépère. Je le vois bien mettre des gros coups de maillet. C'était maillet? Ouais, je le vois bien avec des coups de maillet, je sais pas pourquoi. Ah bon, bref, les Baratheon. Ça vaut pas les Bolton, mais les Baratheon. Et donc voilà, alors le petit cheval, l'avantage c'est qu'il a une sauvegarde à 3+ avec l'armure que je lui ai mis, mais il a quand même mouvement 8, donc en fait on respecte le lore fait des cavaliers bretoniens. Alors vous allez me dire, il est mort vivant, il n'y a rien à foutre, ça passe.
Donc voilà, je suis parti sur ça. Alors vous savez, il a plein de petites règles, hein, la rage abominable, le fait qu'il meurt d'une manière stoïque, qu'il soit évanescent, la lame glaciale, etc. Je me dis un bon petit profil comme ça, 3 P vendu 5, et ça fait déjà un 3 P vendu 5, save à 3, régène à 5, c'est déjà bien, tant qu'il n'aime pas la flamme, hein, ça oui. Mais je me dis que ça peut le faire. Et puis ça va être bon pour cette fois. Donc ouais, l'épisode du Sum. Parce que bah, globalement, les deux personnages auxquels je tenais le plus, compliqué de les jouer. Pas impossible, puisque dans l'absolu, voilà, on fait un peu ce qu'on veut, et puis ta gueule c'est magie, portail warp, voyage temporel. Mais au niveau de ma cohérence, c'est un peu compliqué. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous plaît, c'est un format un petit peu différent de ce que on vous a vu, vous inquiétez pas, vous allez voir beaucoup plus de choses bien plus classiques sur la chaîne bientôt, avant le mois d'octobre, qui va être un petit mois d'évolution pour la chaîne. J'ai reçu plein de questions en message privé pour la fac qu'on va mettre en place. Donc merci à vous. Dans tous les cas, vous allez voir d'autres vidéos donc, sur les elfes sylvains avec les premiers retours et évolution de liste de la pépinière. Quelques petits points sur les différentes sorties chez nos partenaires. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. Bref, dans tous les cas, merci à vous. Pensez à liker, vous abonner, partager. Je suis sûr que vous êtes déjà partis. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.